Le 16 juillet 1683, sur la place principale de Perchtoldsdorf, un petit village autrichien niché au pied des collines de la forêt viennoise, des milliers d'hommes furent rassemblés. Ils venaient de déposer leurs armes. Ils venaient d'accepter les conditions de reddition. Les Ottomans leur avaient promis la vie sauve. Quelques heures plus tard, la place centrale était couverte de sang et de têtes tranchées. Cette trahison n'était pas un accident. C'était une décision calculée, orchestrée par l'un des hommes les plus ambitieux et impitoyables de l'Empire ottoman, Kara Mustafa Pacha, le grand vizir qui rêvait de conquérir Vienne et de soumettre toute l'Europe chrétienne. Ce massacre allait changer le cours de l'histoire européenne d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Kara Mustafa Pacha n'était pas n'importe quel commandant militaire. Né entre 1634 et 1635 à Merzifon en Anatolie, il était le fils d'un cavalier ottoman tué durant le siège de Bagdad en 1638. Orphelin très jeune, il fut recueilli par Köprülü Mehmed Pacha, un ami de son père qui allait devenir l'un des grands vizirs les plus puissants de l'Empire ottoman. Cette connexion familiale lui ouvrit toutes les portes. Le surnom Kara signifie noir en turc. Les historiens débattent encore de son origine exacte. Certains pensent qu'il faisait référence à son teint sombre, d'autres à son caractère impitoyable et cruel. Ce qui est certain, c'est que ce sobriquet lui collait parfaitement à la peau. Les diplomates européens à Istanbul le décrivaient comme insupportablement vénal, cruel et injuste. Un rapport hollandais le qualifiait d'homme audacieux et entreprenant, toujours sur le qui-vive. Mais derrière cette vigilance se cachait une ambition dévorante et une cruauté qui dépassaient même les standards violents de son époque. Kara Mustafa grimpa les échelons du pouvoir ottoman avec une rapidité impressionnante. En 1659, à peine âgé de 25 ans, il devint gouverneur de Silistria. Il épousa ensuite une femme de la puissante famille Köprülü, ce qui consolida sa position. En 1663 ou 1666, il fut nommé Kapoudan Pacha, le grand admiral de la marine ottomane. Il commanda des troupes terrestres dans la guerre contre la Pologne en 1672, négociant un accord qui ajouta la province de Podolie à l'Empire ottoman et transforma les régions cosaques du sud de l'Ukraine en protectorat ottoman. Quand son beau-frère, Köprülü Fazıl Ahmed Pacha, mourut en 1676, Kara Mustafa lui succéda naturellement comme grand vizir. À 42 ans, il était au sommet du pouvoir ottoman, répondant uniquement au sultan Mehmed IV. Mais ce pouvoir ne lui suffisait pas. Il voulait entrer dans l'histoire. Il voulait accomplir ce que même Soliman le Magnifique n'avait pas réussi en 1529, conquérir Vienne, la capitale du Saint-Empire romain germanique, et ouvrir ainsi la route vers le cœur de l'Europe chrétienne. Les contemporains remarquaient chez lui une combinaison dangereuse de traits de caractère. Il était incroyablement orgueilleux, refusant d'écouter les conseils de ses généraux expérimentés. Il était d'une cupidité sans limite, imposant des taxes écrasantes et extorquant des pots de vin massifs aux ambassadeurs étrangers. Mais surtout, il manifestait une haine viscérale envers les chrétiens qui allait bien au-delà de la rivalité politique ou militaire normale de l'époque. Pendant ses années comme grand vizir, Kara Mustafa passa environ 2/3 de son temps à gérer les intrigues de cour et à lever des fonds pour ses ambitions militaires. Ses premières campagnes militaires ne furent pas particulièrement brillantes. Il tenta de mater une rébellion cosaque qui avait commencé en 1678, mais après quelques victoires initiales, l'intervention de la Russie renversa la situation et le força à conclure la paix en 1681, rendant effectivement les terres cosaques à la domination russe, à l'exception de quelques forts sur les fleuves Dniepr et Bouc du Sud. Mais ces échecs ne firent qu'aiguiser son appétit. En 1683, il convainquit le sultan Mehmed IV de lui accorder une armée pour envahir l'Autriche. Ses motivations étaient complexes et multiples. Il y avait certainement l'ambition personnelle de surpasser tous les conquérants qui l'avaient précédé. Il y avait aussi des considérations stratégiques. Vienne contrôlait le Danube et les routes commerciales terrestres vers l'Allemagne et la Méditerranée orientale. Mais il y avait aussi quelque chose de plus sombre, une volonté de terroriser et de soumettre les populations chrétiennes par la violence extrême. Le massacre de Perchtoldsdorf n'allait pas être son premier acte de cruauté gratuite. Sa réputation de violence envers les populations civiles le précédait. Cette réputation allait jouer un rôle crucial dans ce qui allait se passer ensuite. Au printemps 1683, l'Empire ottoman se mobilisa pour la guerre. Le 13 mai, le sultan Mehmed IV
présida une revue militaire grandiose de 100 000 soldats à Belgrade. C'était un spectacle impressionnant de puissance. Des janissaires d'élite en uniforme coloré, des cavaliers tatars montés sur leurs chevaux rapides, des sipahis lourdement armés, des canons de siège tirés par des bœufs. Le sultan proclama un djihad, une guerre sainte, et remit à Kara Mustafa l'étendard sacré du prophète Mahomet, un honneur suprême qui symbolisait la bénédiction divine pour la campagne. L'armée qui se mit en marche vers Vienne était l'une des plus grandes forces militaires jamais rassemblées. Selon les documents trouvés plus tard dans la tente de Kara Mustafa, la force initiale au début de la campagne comptait 170 000 hommes. D'autres estimations contemporaines parlent de chiffres allant jusqu'à 300 000 soldats, bien que ce nombre inclut probablement des non-combattants comme les serviteurs, les marchands et les familles qui suivaient l'armée. Cette armée traversa la Hongrie au printemps et au début de l'été 1683. Kara Mustafa adopta une stratégie audacieuse mais risquée. Il ignora largement les avant-postes et les forteresses de l'empereur Léopold Ier, fonçant directement vers Vienne. Cette approche lui permit d'avancer rapidement, mais elle laissa également des poches de résistance derrière lui, un fait qui allait avoir des conséquences plus tard. L'avancée de l'armée ottomane répandit la terreur dans toute la région. Des dizaines de milliers de réfugiés affluèrent vers Vienne, fuyant les avant-gardes ottomanes et les troupes auxiliaires tatares, qui pillaient et brûlaient les villages sur leur passage. Ces troupes auxiliaires, environ 40 000 hommes commandés par le khan de Crimée, n'étaient pas payés régulièrement par l'Empire ottoman. Elles vivaient de pillage et de butin, capturant des civils pour les vendre comme esclaves. L'empereur Saint-Léopold Ier et sa cour quittèrent Vienne le 7 juillet, se repliant d'abord vers Linz puis vers Passau, où l'empereur chercha désespérément à construire une alliance chrétienne contre les Turcs. Il laissa derrière lui une ville fortifiée, défendue par une garnison d'environ 15 000 soldats réguliers sous le commandement d'Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, renforcée par 8 700 volontaires civils et 370 canons. Charles V, duc de Lorraine, commandant les principales forces impériales avec environ 20 000 hommes, se retira également vers Linz plutôt que de risquer une bataille en rase campagne contre une force ottomane aussi écrasante. C'était une décision stratégique sensée, mais qui laissait Vienne essentiellement seule face aux Ottomans. Entre Vienne et l'armée ottomane qui approchait se trouvait Perchtoldsdorf. Perchtoldsdorf n'était pas un village ordinaire. Situé à environ 15 km au sud de Vienne, au pied de la forêt viennoise, c'était une petite ville fortifiée avec une longue histoire de résistance. Son nom vient d'un chevalier nommé Perchtold, qui avait reçu ses terres au XIIe siècle. Au fil des siècles, le village s'était développé autour d'une impressionnante tour fortifiée, construite au XVIe siècle, haute de 67 mètres, qui servait de refuge à la population en temps de guerre. Cette tour avait déjà prouvé sa valeur lors du premier siège ottoman de Vienne en 1529. À cette époque, les habitants de Perchtoldsdorf s'étaient réfugiés dans la tour et avaient réussi à la défendre jusqu'à ce que l'armée turque se retire en octobre de cette année-là. Cette résistance réussie faisait partie de la mémoire collective du village. Les habitants savaient qu'ils pouvaient tenir. En juillet 1683, Perchtoldsdorf comptait plusieurs milliers d'habitants, un chiffre gonflé par l'arrivée de réfugiés des villages environnants. La population était composée principalement de vignerons, d'artisans et de marchands. La région était connue pour ses excellents vins, une tradition qui persiste encore aujourd'hui. C'était une communauté prospère et paisible, loin de l'idée qu'elle avait de la guerre et de la violence qui allèrent bientôt s'abattre sur elle. Quand les éclaireurs rapportèrent l'approche de l'armée ottomane à la mi-juillet, les habitants de Perchtoldsdorf firent ce que leurs ancêtres avaient fait en 1529. Ils se préparèrent à résister. Ils rassemblèrent des provisions, renforcèrent les défenses de la tour et de l'église fortifiée adjacente et se préparèrent à un siège. Les hommes en âge de combattre prirent les armes. Les femmes, les enfants et les personnes âgées se réfugièrent dans les parties les plus sûres des fortifications. Mais en 1683, la situation était différente de celle de 1529. Cette fois, il n'y avait pas d'armée de secours à proximité. Vienne elle-même était sur le point d'être assiégée. Perchtoldsdorf était seul, un petit obstacle sur le chemin d'une armée gigantesque qui fonçait vers un objectif beaucoup plus grand. Le 14 juillet 1683, l'avant-garde de l'armée de Kara Mustafa arriva devant Perchtoldsdorf. C'était le même jour où le gros de l'armée ottomane commençait à encercler Vienne
situé à seulement 15 kilomètres au nord. Les habitants de Perchtoldsdorf regardèrent avec horreur les bannières ottomanes se multiplier à l'horizon. Des milliers, puis des dizaines de milliers de soldats établirent leur camp autour du village. Les défenseurs de Perchtoldsdorf savaient qu'ils ne pouvaient pas espérer résister longtemps. Ils n'avaient pas assez de soldats, pas assez de munitions, pas assez de nourriture pour un siège prolongé. Mais ils se souvenaient de 1529. Peut-être que les Ottomans passeraient simplement leur chemin, pressés d'atteindre Vienne. Peut-être qu'une résistance initiale suffirait à les dissuader de perdre du temps avec un petit village. Ce calcul s'avéra tragiquement erroné. Le 15 juillet, Kara Mustafa envoya un émissaire à Perchtoldsdorf avec une demande formelle de reddition. Le message était clair et en apparence raisonnable. Si le village se rendait immédiatement, les Ottomans garantiraient la sécurité des vies et des propriétés de tous les habitants. Personne ne serait tué, personne ne serait réduit en esclavage. Les habitants pourraient continuer à vivre dans leurs maisons sous la protection ottomane. Cette offre de capitulation honorable était conforme aux traditions militaires de l'époque, aussi bien chrétiennes qu'ottomanes. Selon les lois de la guerre qui prévalaient au XVIIe siècle, une ville ou un village qui se rendait avant le début d'un assaut pouvait généralement s'attendre à un traitement clément. Les défenseurs seraient désarmés, peut-être faits prisonniers, mais ni massacrés ni asservis. En revanche, une ville qui résistait jusqu'à être prise d'assaut pouvait s'attendre au pire. Pillage, massacre et esclavage étaient considérés comme les droits légitimes d'une armée victorieuse après une résistance prolongée. Les anciens de Perchtoldsdorf se réunirent pour délibérer. Ils étaient confrontés à un choix impossible. D'un côté, résister signifiait presque certainement la mort pour la plupart des hommes et l'esclavage pour les femmes et les enfants, une fois que les défenses seraient inévitablement submergées. D'un autre côté, se rendre signifiait faire confiance à la parole de Kara Mustafa, un homme dont la réputation de cruauté était déjà bien établie. Certains plaidèrent pour la résistance. Ils rappelèrent le succès de 1529. Ils arguèrent que les Ottomans étaient pressés d'atteindre Vienne et ne perdraient pas de temps avec un village fortifié. D'autres, plus nombreux et probablement plus réalistes, firent valoir que la résistance était futile. L'armée ottomane était tout simplement trop massive. Même si Perchtoldsdorf tenait quelques jours, quelle différence cela ferait-il? À qui cela servirait-il? Mieux valait accepter les termes de la reddition et espérer survivre jusqu'à ce qu'une armée de secours puisse venir délivrer la région. Finalement, la prudence l'emporta sur l'héroïsme. Les anciens décidèrent d'accepter l'offre de Kara Mustafa. Le 16 juillet au matin, une délégation sortit des fortifications portant un drapeau blanc. Ils apportaient avec eux les clés symboliques de la ville, un geste traditionnel de reddition. Les clés furent solennellement présentées aux officiers ottomans. Les portes de Perchtoldsdorf s'ouvrirent. Les soldats ottomans entrèrent dans le village sans résistance. Ils ordonnèrent à tous les habitants de sortir de leurs maisons et de se rassembler sur la place principale du village. Les hommes furent séparés des femmes et des enfants. Cette séparation aurait dû être le premier signe d'alarme, mais il était déjà trop tard. Les officiers ottomans ordonnèrent à tous les hommes de déposer leurs armes. Épées, mousquets, piques, couteaux, tout fut confisqué et empilé en tas. Les hommes de Perchtoldsdorf obéirent. Qu'auraient-ils pu faire d'autre? Ils étaient entourés par des milliers de soldats ottomans lourdement armés. Toute résistance à ce stade aurait été du suicide. Puis vint l'ordre qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Les hommes devaient rester sur la place. Les femmes et les enfants furent emmenés vers les églises et d'autres bâtiments, soi-disant pour leur propre sécurité. Les familles furent déchirées, les maris séparés de leurs femmes, les pères de leurs enfants. Les pleurs et les supplications remplirent l'air, mais les soldats ottomans restèrent impassibles. Ce qui se passa ensuite reste l'une des trahisons les plus infâmes de l'histoire militaire européenne. Sur la place principale de Perchtoldsdorf, plusieurs milliers d'hommes se tenaient désarmés, entourés par des rangs serrés de janissaires et de sipahis ottomans. Le soleil de juillet brillait impitoyablement. La chaleur était étouffante. Les hommes attendaient, ne sachant pas ce qui allait leur arriver, mais commençant à comprendre avec une horreur croissante que quelque chose de terrible se préparait. Les sources historiques divergent sur le nombre exact d'hommes massacrés à Perchtoldsdorf. Certains parlent de 2 à 3 000 victimes. D'autres suggèrent que le chiffre pourrait être plus élevé. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agissait de la quasi-totalité de la population masculine adulte du village et des environs. Le signal fut donné. Les janissaires dégainèrent leurs sabres.
Ce qui suivit fut une boucherie méthodique et systématique. Les hommes de Perchtoldsdorf, désarmés et pris au piège, n'avaient aucun moyen de se défendre. Certains essayèrent de courir, mais où pouvaient-ils aller? La place était entièrement encerclée. D'autres se jetèrent à genoux, suppliant pour leur vie, rappelant la promesse qui leur avait été faite. Leurs supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La méthode d'exécution privilégiée était la décapitation. Les janissaires ottomans étaient des soldats professionnels, entraînés depuis l'enfance. Leurs sabres étaient aiguisés comme des rasoirs. Un coup bien placé pouvait séparer une tête d'un corps en un instant. Mais même pour des experts, décapiter des milliers d'hommes prenait du temps. Le massacre dura des heures. Les témoignages de survivants qui réussirent à s'échapper, car il y en eut quelques-uns, probablement cachés dans les bois environnants, décrivent une scène nan-horreur indescriptible. La place centrale se transforma en un abattoir. Le sang coulait en ruisseaux entre les pavés. Les cris des mourants se mêlaient aux ordres gutturaux des officiers ottomans qui dirigèrent le massacre. L'odeur de sang et d'excréments, car beaucoup d'hommes perdirent le contrôle de leurs fonctions corporelles dans la terreur de leurs derniers moments, devint écrasante. Les têtes tranchées furent empilées en pyramides macabres, une pratique courante dans les armées ottomanes de l'époque pour compter et afficher le nombre d'ennemis tués. Ces pyramides de têtes servaient à la fois de registre militaire et d'outils de terreur psychologique. Elles envoyaient un message clair à quiconque envisageait de résister aux Ottomans. Voilà ce qui attend ceux qui s'opposent à nous, même s'ils se rendent. Pendant ce temps, dans les églises et les bâtiments où elles avaient été enfermées, les femmes et les enfants de Perchtoldsdorf pouvaient entendre les cris et les bruits du massacre. Elles ne pouvaient que deviner l'horreur de ce qui se passait à l'extérieur. Beaucoup prièrent, beaucoup pleurèrent. Toutes savaient que leur vie venait de changer à jamais. Une fois le massacre terminé, les corps furent laissés là où ils étaient tombés. Les Ottomans ne prirent pas la peine de les enterrer. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils avaient des objectifs plus importants. Vienne les attendait. Les cadavres de Perchtoldsdorf pourriraient au soleil de juillet, un avertissement putride à tous ceux qui envisageraient de défier l'armée de Kara Mustafa. Les femmes et les enfants subirent un sort différent mais tout aussi terrible. Selon les conventions ottomanes de l'époque, les prisonniers de guerre chrétiens, appelés kafirs, étaient considérés comme butin légitime. Les femmes, les enfants et les quelques hommes jugés assez jeunes ou assez robustes pour être vendus comme esclaves furent rassemblés, enchaînés et préparés pour le long voyage vers les marchés aux esclaves de Constantinople et d'autres villes ottomanes. Pour les femmes de Perchtoldsdorf, c'était le début d'un cauchemar qui durerait des années, voire toute une vie. Elles furent séparées de leurs enfants, les garçons de plus de 7 ou 8 ans étant souvent envoyés dans des marchés différents de celui des filles et des femmes. Beaucoup moururent pendant la marche forcée vers le sud. Celles qui survécurent furent vendues comme servantes domestiques, concubines ou travailleuses. Leur chance de revoir un jour leur pays natal était pratiquement nulle. Le massacre de Perchtoldsdorf ne fut pas un incident isolé. Il s'inscrivait dans un schéma plus large de violence et de captivité qui caractérisa la campagne ottomane de 1683. Les chiffres sont stupéfiants. Selon les historiens contemporains, dont l'historien ottoman Siladar Findiklili Mehmed Aga, au total 57 220 personnes furent capturées et emmenées comme esclaves durant le pillage ottoman de la zone frontalière austro-hongroise en 1683. Ces chiffres ont été méticuleusement enregistrés par les autorités ottomanes elles-mêmes, car les esclaves représentaient une source importante de revenus pour l'Empire et pour les commandants individuels qui recevaient une part du butin. La répartition de ces captifs est révélatrice. 6 000 hommes furent réduits en esclavage plutôt que tués, probablement des hommes jeunes et forts jugés utiles comme travailleurs. 11 215 femmes mariées furent capturées. 14 922 femmes non mariées de moins de 26 ans furent emmenées, dont 204 nobles. 26 093 enfants furent arrachés à leurs familles. Ces nombres froids cachent des tragédies humaines innombrables. Chaque chiffre représente une vie brisée, une famille détruite, un avenir volé. Les femmes mariées savaient que leur mari était probablement mort, tué lors des massacres comme celui de Perchtoldsdorf ou pendant les combats. Les jeunes femmes non mariées faisaient face à un avenir incertain comme servantes ou concubines. Les enfants grandiraient dans un monde complètement étranger, beaucoup étant convertis à l'islam et incorporés dans les structures de l'Empire ottoman, perdant toute trace de leur héritage chrétien autrichien. Le traitement réservé aux hommes suivait généralement un schéma cohérent. Les Ottomans préféraient tuer les hommes adultes qui pouvaient représenter une menace militaire future,
tout en réduisant en esclavage les femmes, les enfants et les jeunes hommes qui pouvaient être vendus ou utilisés comme main-d'œuvre. Cette politique n'était pas simplement cruelle, elle était stratégique. Elle détruisait la capacité des régions conquises à se défendre ou à se rebeller, tout en fournissant un flux constant de revenus et de main-d'œuvre à l'Empire ottoman. Perchtoldsdorf devint le symbole de cette politique. Le village avait fait exactement ce que Kara Mustafa avait demandé. Il s'était rendu sans combat. Et pourtant, sa population masculine avait été exterminée, ses femmes et enfants réduits en esclavage, ses bâtiments pillés et partiellement détruits. Le château fut rasé. L'église fortifiée fut endommagée. Ce qui restait du village n'était qu'une coquille vide, hantée par les fantômes de milliers de morts. La nouvelle du massacre de Perchtoldsdorf se répandit rapidement. Des survivants qui s'étaient cachés dans les forêts environnantes réussirent à atteindre Vienne et racontèrent l'histoire de la trahison ottomane. D'autres récits arrivèrent par des éclaireurs et des espions. En quelques jours, toute la garnison de Vienne savait ce qui s'était passé à Perchtoldsdorf. L'effet sur le moral des défenseurs de Vienne fut paradoxal. D'un côté, l'horreur du massacre aurait pu les démoraliser, leur faisant réaliser la brutalité de l'ennemi qu'ils affrontaient. Mais en réalité, l'effet fut exactement l'inverse. Le massacre de Perchtoldsdorf galvanisa la résistance viennoise. Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, le commandant de la garnison de Vienne, avait déjà reçu la demande de reddition traditionnelle de Kara Mustafa le 14 juillet, le jour même où le siège commençait. Maintenant, armé de la connaissance de ce qui s'était réellement passé à Perchtoldsdorf, Starhemberg prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Il refusa catégoriquement de capituler. Plus encore, il fit circuler l'histoire du massacre de Perchtoldsdorf parmi ses troupes et parmi la population civile de Vienne. Le message était clair. Se rendre aux Ottomans ne signifiait pas la sécurité. Cela signifiait la mort pour les hommes et l'esclavage pour les femmes et les enfants. La seule option était de résister jusqu'au dernier. Cette résolution se cristallisa dans le serment que prirent les défenseurs de Vienne. Se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Ce n'était pas une simple rhétorique, c'était un engagement existentiel. Les Viennois savèrent qu'ils n'avaient rien à gagner à se rendre et tout à perdre. Kara Mustafa avait commis une erreur stratégique majeure. En massacrant les habitants de Perchtoldsdorf malgré leur reddition, il avait voulu envoyer un message de terreur. Mais le message reçu fut différent. Il n'y avait aucune raison de faire confiance aux promesses ottomanes. Mieux valait mourir en combattant que d'accepter une fausse promesse de sécurité. Cette détermination explique en grande partie pourquoi Vienne résista avec tant de ténacité pendant les 2 mois qui suivirent. Malgré un siège impitoyable, malgré les mines qui explosaient sous les murs, malgré la famine et la maladie, les défenseurs de Vienne tinrent bon. Ils savaient ce qui les attendait s'ils se rendaient. Ils avaient vu ce qui s'était passé à Perchtoldsdorf. L'impact psychologique du massacre ne se limita pas à Vienne. La nouvelle se répandit dans tout le Saint-Empire romain germanique et au-delà. Elle contribua à mobiliser une coalition chrétienne contre les Ottomans. Le pape Innocent XI utilisa l'histoire du massacre pour encourager les princes européens à mettre de côté leurs différends et à unir leurs forces contre la menace ottomane. Charles V, duc de Lorraine, qui rassemblait des troupes pour tenter de secourir Vienne, utilisa également l'histoire de Perchtoldsdorf pour motiver ses soldats. Le roi Jean III Sobieski de Pologne, dont l'armée allait jouer un rôle crucial dans la libération de Vienne, mentionna le massacre dans ses lettres et ses discours. Pour les chrétiens d'Europe, Perchtoldsdorf devint un symbole de la barbarie ottomane, une preuve que la civilisation européenne elle-même était en jeu. Cette dimension propagandiste ne doit pas nous faire oublier la réalité historique. Le massacre de Perchtoldsdorf eut réellement lieu. Des milliers de personnes furent réellement tuées malgré leur reddition. Des milliers d'autres furent réellement réduites en esclavage. Les pyramides de têtes sur la place du village étaient réelles. La trahison de la parole donnée était réelle. Pendant que les cadavres pourrissaient à Perchtoldsdorf, le siège de Vienne commença sérieusement le 17 juillet 1683. Kara Mustafa établit son camp somptueux à quelques kilomètres au sud de la ville. Son quartier général était une ville de tentes en soi, avec des pavillons luxueux, des jardins, des fontaines et même un zoo personnel. Ce luxe contrastait fortement avec les conditions dans Vienne assiégée. Les 15 000 soldats réguliers et 8 700 volontaires civils devaient défendre un périmètre de fortification contre une armée ottomane qui comptait au moins 100 000 hommes, et peut-être beaucoup plus. Les défenseurs étaient largement surpassés en nombre. Les Ottomans lancèrent une série d'assauts massifs contre les murs de Vienne.
Leurs ingénieurs militaires commencèrent à creuser des tunnels sous les fortifications, plaçant d'énormes charges explosives conçues pour faire s'effondrer des sections entières des murs. Les défenseurs creusèrent leurs propres contre-tunnels, essayant d'intercepter les sapeurs ottomans avant qu'ils ne puissent achever leur travail. Selon une légende populaire, ce furent les boulangers de Vienne qui travaillaient la nuit, qui entendirent les sons des tunnels ottomans et donnèrent l'alarme. En remerciement, ils créèrent plus tard un pain en forme de croissant, le symbole de l'islam ottoman, que les Viennois pouvaient symboliquement dévorer. C'est ainsi, selon la légende, que le croissant fut inventé. L'histoire est probablement apocryphe, mais elle illustre comment le siège de Vienne s'ancra profondément dans la mémoire culturelle européenne. Les conditions à l'intérieur de la ville devinrent rapidement désespérées. Les routes d'approvisionnement étaient coupées. La nourriture se raréfia. Les maladies se répandirent dans les quartiers surpeuplés où les réfugiés s'entassaient. Les canons ottomans bombardaient jour et nuit, détruisant des bâtiments et tuant des civils. Les murs commençaient à s'effondrer sous les attaques combinées des canons et des mines souterraines. Mais les défenseurs tinrent bon. Starhemberg était un commandant compétent et inspirant. Il organisait constamment la défense, réparait les brèches dans les murs, redistribuait les troupes là où elles étaient le plus nécessaires. Il maintint aussi une discipline de fer. Tout soldat trouvé endormi pendant son tour de garde était exécuté immédiatement. Dans une ville assiégée, la vigilance constante était la seule chose qui se tenait entre la survie et la destruction. Août passa dans une succession d'assauts et de contre-attaques. Les Ottomans réussirent à prendre des portions des murs extérieurs, mais les défenseurs construisirent des barricades intérieures et continuèrent à se battre. Début septembre, la situation devint critique. Les Ottomans avaient creusé suffisamment de tunnels pour placer des charges explosives massives sous des sections cruciales des fortifications. Un dernier assaut ottoman semblait imminent, et tout le monde savait que Vienne ne pourrait pas y résister. Mais à ce moment désespéré, l'aide arriva enfin. Le 11 septembre 1683, une armée de secours combinée apparut sur les collines au nord-ouest de Vienne. C'était une coalition chrétienne formidable. Les troupes du duc Charles V de Lorraine, des contingents de Saxe, de Bavière, de Souabe et de Bohême, et surtout l'armée polonaise menée par le roi Jean III Sobieski lui-même. L'organisation de cette armée de secours avait été un exploit diplomatique et logistique remarquable. L'empereur Saint-Léopold Ier avait passé les 2 mois précédents à voyager à travers l'Europe, sollicitant de l'aide, négociant des traités, promettant des récompenses. Le pape Innocent XI avait fourni un financement crucial et une légitimité morale. Le traité de Varsovie de 1683 entre le Saint-Empire et la Pologne avait formalisé l'alliance militaire. Maintenant, cette alliance allait être mise à l'épreuve. L'armée de secours comptait environ 70 000 hommes, encore largement surpassés en nombre par les forces ottomanes, mais suffisamment importante pour faire la différence si elle était bien commandée. Jean Sobieski, roi de Pologne et commandant en chef des forces alliées, était précisément ce genre de commandant. Le 12 septembre 1683, la bataille décisive commença. Les Ottomans avaient divisé leurs forces. Environ 20 000 janissaires restaient dans les tranchées devant Vienne, se préparant pour l'assaut final qu'ils avaient prévu pour ce jour-là. Le reste de l'armée, peut-être 63 500 hommes, se tourna pour affronter l'armée de secours qui descendait des collines. La bataille qui suivit dura 12 heures. Les Polonais tenaient l'aile droite, les Autrichiens l'aile gauche et les contingents allemands le centre. Sobieski coordonna habilement les attaques, empêchant les Ottomans d'utiliser leur supériorité numérique efficacement. Les canons de campagne alliés, plus nombreux que ceux des Ottomans, firent des ravages dans les rangs turcs. Mais ce fut la fin de l'après-midi qui scella le destin de l'armée ottomane. Sobieski ordonna une charge massive de cavalerie, 18 000 cavaliers, la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. À l'avant-garde se trouvaient les fameux hussards et les Polonais, des cavaliers d'élite vêtus d'armures étincelantes et portant d'énormes ailes de plumes d'aigle attachées à leur dos. Ces ailes produisaient un sifflement terrifiant quand les cavaliers chargeaient au galop, un effet psychologique calculé pour briser le moral de l'ennemi. La charge des hussards ailés fut dévastatrice. Elle brisa le centre ottoman, créant une panique qui se répandit rapidement. Les alliés du Khan de Crimée, 40 000 cavaliers tatars, décidèrent que c'était le moment de partir et quittèrent le champ de bataille. Sans ces renforts, et face à une charge de cavalerie qui semblait imparable, l'armée ottomane commença à se désintégrer. Kara Mustafa tenta désespérément de rallier ses troupes. Selon certains récits, il mena personnellement une dernière contre-attaque avec son entourage personnel. Mais c'était trop peu, trop tard.
Face au risque de perdre l'étendard sacré du prophète et d'être complètement encerclés, ses subordonnés le persuadèrent de se retirer. La retraite devint rapidement une déroute. Les soldats ottomans abandonnèrent leur équipement, leurs canons, leurs provisions, tout ce qui pouvait les ralentir. Le camp somptueux de Kara Mustafa, avec toutes ses richesses, tomba intact aux mains des vainqueurs. Les documents trouvés dans sa tente fournirent aux historiens une mine d'informations sur l'organisation de l'armée ottomane. Pendant ce temps, à l'intérieur de Vienne, les défenseurs épuisés entendirent les sons de la bataille et virent les drapeaux ottomans devant leurs murs commencer à se retirer. Quand ils réalisèrent que l'armée de secours avait triomphé, l'explosion de joie fut indescriptible. Après 2 mois d'enfer, Vienne était sauvée, mais un dernier acte d'un horreur restait à jouer. Dans leur camp, en réalisant que la bataille était perdue, les Ottomans massacrèrent environ 30 000 esclaves qu'ils avaient capturés durant leur campagne. Ces prisonniers, principalement des femmes et des enfants, étaient devenus un fardeau dans une retraite précipitée. Plutôt que de les libérer ou de les laisser ralentir leur fuite, les Ottomans les tuèrent. Cette atrocité finale ajouta encore au bilan humain catastrophique de la campagne de 1683. Kara Mustafa réussit à rassembler les restes de son armée et à battre en retraite vers Belgrade. Une grande partie de sa force était encore intacte et il était convaincu que, avec le soutien du sultan, il pourrait renouveler l'offensive au printemps suivant. Il se trompait. L'échec devant Vienne fut considéré comme un désastre sans précédent par la cour ottomane. L'Empire ottoman avait mobilisé ses ressources les plus considérables pour cette campagne. Le sultan Mehmed IV avait personnellement remis l'étendard sacré du prophète à Kara Mustafa. La proclamation d'un djihad avait investi la campagne d'une signification religieuse. Et malgré tous ces avantages, Kara Mustafa avait échoué. Pire encore, ses ennemis à la cour ottomane, et tout dirigeant puissant en a toujours, utilisèrent son échec pour le détruire. Pendant son absence durant la campagne, des intrigants avaient fabriqué des rapports sur des troubles dans l'Empire, insinuant que Kara Mustafa négligeait ses devoirs administratifs pour poursuivre des rêves de gloire personnelle. Quand la nouvelle de la défaite à Vienne arriva, l'un de ces intrigants aurait déclaré que « notre ennemi est terminé. Le moment est mûr pour la vengeance ». Le sultan Mehmed IV succomba à la pression de ceux qui voulaient la tête de Kara Mustafa. Le 13 décembre 1683, un mandat d'exécution fut rédigé à Edirne et envoyé à Belgrade, où le grand vizir passait l'hiver avec une partie substantielle de l'armée. Kara Mustafa reçut le mandat le 25 décembre, le jour de Noël selon le calendrier chrétien. L'exécution fut menée selon la méthode traditionnelle réservée aux hauts dignitaires ottomans, l'étranglement avec une corde de soie. Plusieurs janissaires tirèrent sur la corde de plusieurs côtés, perçant la gorge de Kara Mustafa. Ses derniers mots furent « Vais-je mourir ?» et « Comme Dieu le veut ». Sa tête fut coupée, placée dans un sac de velours et apportée au sultan. Plus tard, elle fut enterrée sous une pierre tombale dans la mosquée Sarissa Pacha à Edirne. Un crâne conservé dans le musée de la ville de Vienne est communément considéré comme étant celui de Kara Mustafa, bien que cette identification ne puisse être vérifiée avec certitude. La mort de Kara Mustafa marqua un tournant pour l'Empire ottoman. 12 différents vizirs occupèrent le poste dans les 2 décennies qui suivirent, un signe d'instabilité politique chronique. Plus important encore, la défaite à Vienne marqua le début de la Grande Guerre turque, qui dura de 1683 à 1699. Dans le chaos qui suivit la bataille de Vienne et la longue guerre qui s'ensuivit, Perchtoldsdorf fut essentiellement oublié pendant des décennies. Le village commença lentement à se reconstruire. De nouveaux habitants s'installèrent dans les maisons abandonnées. Les vignobles furent replantés. La vie reprit comme elle le fait toujours après les catastrophes. Mais la mémoire du massacre ne disparut jamais complètement. Une pierre commémorative fut érigée sur la place centrale du village, rappelant les événements du 16 juillet 1683. L'église endommagée fut réparée et une fenêtre spéciale fut installée montrant l'attaque turque, les maisons en feu, les gens fuyant et le massacre de la population. Des croix commémoratives furent installées dans toute la région. En 1687, à peine 4 ans après les événements, une croix fut érigée près de la rivière Tresen avec l'inscription « Construite par des gens qui ont échappé aux Turcs ». Ces monuments visuels servaient à préserver la mémoire collective du traumatisme.
Les effets à long terme du massacre et de la campagne ottomane de 1683 sur la région autrichienne ont été l'objet d'études récentes fascinantes. Des recherches menées au début du XXIe siècle ont révélé que la mémoire des événements de 1683 a persisté dans la culture locale autrichienne pendant des siècles, transmise à travers des noms de lieux, des chroniques municipales et ecclésiastiques, et un enseignement scolaire. Cette mémoire persistante a eu des effets politiques et sociaux mesurables. Des études ont montré que les municipalités qui furent pillées en 1683 ont montré, 3 siècles plus tard, des taux de vote plus élevés pour les partis politiques de droite et nationalistes, en particulier lors de campagnes où l'immigration et les relations avec la Turquie étaient des questions importantes. Cette corrélation suggère que le traumatisme historique peut façonner les attitudes politiques sur des périodes extraordinairement longues. En 2013, au 330e anniversaire du massacre, Perchtoldsdorf organisa une série de discussions publiques intitulées « Les Turcs devant la porte ». Les organisateurs soulignèrent que l'événement n'était pas destiné à être une célébration de vengeance, mais plutôt une opportunité de comprendre ce qui s'était passé et d'examiner comment ces souvenirs historiques influencent les attitudes contemporaines. Cette approche nuancée reconnaît une réalité complexe. D'un côté, le massacre de Perchtoldsdorf fut un événement réel et terrible qui mérite d'être commémoré. D'un autre côté, la mémoire de cet événement peut être et a été manipulée à des fins politiques, utilisée pour attiser la peur et la méfiance envers les musulmans et les Turcs en général. Dans l'Autriche moderne, Perchtoldsdorf est devenu un lieu de tourisme tranquille. Les visiteurs viennent goûter les vins locaux, admirer la tour fortifiée qui a survécu depuis 1683 et se promener dans les rues pittoresques. Une boulangerie locale vend des confiseries en forme de boulets de canon appelées Türkenkugeln, boules turques, faites de massepain et de miel turc. Un exemple de la façon dont même les souvenirs de guerre peuvent être transformés en commerce. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, il est impossible de se tenir sur la place centrale sans penser à ce qui s'y est passé ce jour de juillet 1683. Les pierres pourraient avoir été lavées depuis longtemps, mais la mémoire demeure. La défaite de Kara Mustafa à Vienne ne fut pas seulement une bataille perdue. Elle marqua le début d'un renversement stratégique complet pour l'Empire ottoman. Dans les semaines qui suivirent la bataille, l'armée impériale et ses alliés polonais lancèrent une contre-offensive pour conquérir la Hongrie ottomane. Après la victoire à Parkani en octobre 1683, Esztergom fut forcé de se rendre après un bref siège. En 1685, le maréchal Énéas de Caprara défie l'armée ottomane près de la ville de Kassa. Après que l'armée de campagne ottomane fut défaite près d'Esztergom en 1685, les villes assiégées par les forces impériales ne pouvaient plus compter sur des secours. Ersekücvar tomba le 19 août, suivi peu après par Eperjes, Kassa et Tokaj. Le prix majeur vint en 1686. En juin de cette année, le duc de Lorraine assiégea Budapest, le centre de la Hongrie ottomane et l'ancienne capitale royale. Après avoir résisté pendant 78 jours, la ville tomba le 2 septembre. Buda avait été sous domination ottomane depuis 1541. Sa reconquête fut un coup psychologique énorme pour les Ottomans et un triomphe pour les Habsbourg. La résistance turque s'effondra dans toute la région, atteignant aussi loin que la Transylvanie et la Serbie. La Sainte Ligue, une coalition formée en 1684 comprenant le Saint-Empire, la Pologne-Lituanie, Venise et plus tard la Russie, continua à repousser les Ottomans. La guerre se poursuivit jusqu'en 1699, quand le traité de Karlowitz fut finalement signé. Ce traité marqua la première fois que l'Empire ottoman perdait des territoires substantiels en Europe. Les Habsbourg autrichiens gagnèrent la quasi-totalité de la Hongrie et la Transylvanie. La Pologne récupéra la Podolie. Venise obtint la Morée et la Dalmatie. C'était une défaite retentissante pour les Ottomans, qui ne se remettraient jamais complètement de ces pertes. Les historiens ont qualifié cette période de 14e croisade, lancée contre les Turcs par la papauté. C'était la dernière grande offensive coordonnée de la chrétienté européenne contre l'islam ottoman. Après 1699, l'Empire ottoman cesserait d'être une menace sérieuse pour l'Europe centrale. Au contraire, il entrerait dans une longue période de déclin qui durerait jusqu'à son effondrement final après la Première Guerre mondiale. La bataille de Vienne et la Grande Guerre turque qui suivit marquèrent donc un tournant historique majeur. Pendant 3 siècles,
Depuis la prise de Constantinople en 1453, l'Empire ottoman avait été en expansion presque constante. Maintenant, cette expansion était non seulement arrêtée, mais inversée. Les Habsbourg, jusqu'alors sur la défensive, devinrent la puissance dominante en Europe centrale. Et tout cela commença avec le siège de Vienne en 1683. Un siège qui aurait peut-être réussi si les défenseurs de Vienne n'avaient pas été galvanisés par la détermination de ne jamais se rendre après avoir appris ce qui s'était passé à Perchtoldsdorf. Plus de 3 siècles après les événements de 1683, le massacre de Perchtoldsdorf et la bataille de Vienne continuent de résonner dans la conscience historique européenne. Ces événements ont été interprétés et réinterprétés à travers différentes lentilles politiques et culturelles. Pour certains, la bataille de Vienne représente un moment héroïque où la civilisation européenne fut sauvée de la conquête islamique. Cette interprétation met l'accent sur le courage des défenseurs, le génie militaire de Jean Sobieski et la solidarité chrétienne qui permit à la coalition alliée de surmonter ses différends et de s'unir contre une menace commune. Pour d'autres, ces événements sont un exemple de la façon dont les mémoires historiques peuvent être manipulées pour servir des agendas politiques contemporains. L'extrémiste Brenton Tarrant, auteur des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, avait inscrit Vienne 1683 sur son arme, parmi d'autres références historiques censées représenter l'opposition entre les mondes chrétiens et musulmans. Cette utilisation abjecte de l'histoire à des fins terroristes illustre les dangers de simplifier des événements complexes en narratifs de civilisation en conflit. La réalité historique est, comme toujours, plus nuancée que ces extrêmes. L'Empire ottoman du XVIIe siècle, bien qu'officiellement islamique, était généralement plus tolérant sur le plan religieux que l'Europe de la même époque, où l'Inquisition catholique exécutait encore des hérétiques, et où les guerres entre catholiques et protestants faisaient rage. De nombreux commandants ottomans, y compris Kara Mustafa lui-même qui était d'origine albanaise, venaient de diverses parties de l'Empire et de différentes ethnies. Ce qui était inhabituel dans le cas de Kara Mustafa, c'était son extrémisme islamique relatif et sa haine particulière des chrétiens, des traits qui étaient remarqués même par ses contemporains ottomans comme dépassant les normes. Le massacre de Perchtoldsdorf n'était pas représentatif de la politique militaire ottomane standard. En fait, il violait les conventions militaires de l'époque, aussi bien ottomanes qu'européennes. Il est également important de noter que les atrocités n'étaient pas le monopole d'un seul côté. Les armées chrétiennes européennes ont commis leur propre lot de massacres et d'atrocités tout au long de l'histoire. La guerre de 30 ans, qui avait ravagé l'Europe centrale de 1618 à 1648, avait vu des horreurs comparables commises par des chrétiens contre d'autres chrétiens. Ce qui rend le massacre de Perchtoldsdorf particulièrement notable n'est pas sa brutalité en soi, mais le contexte spécifique. C'était une violation flagrante d'une promesse de sécurité faite en échange d'une reddition. Cette trahison de la parole donnée était considérée comme un acte non-honorant, même selon les standards de l'époque. Elle choqua les contemporains et eut des conséquences stratégiques importantes. Que pouvons-nous apprendre du massacre de Perchtoldsdorf aujourd'hui? Plusieurs leçons émergent de cet événement tragique. Premièrement, l'importance cruciale du respect des conventions de guerre et du droit international humanitaire. Les lois de la guerre existent pour limiter les souffrances dans des conflits qui sont déjà suffisamment horribles. Quand ces lois sont violées, comme elles le furent à Perchtoldsdorf, les conséquences peuvent être catastrophiques, non seulement pour les victimes immédiates, mais aussi pour la conduite générale de la guerre. La trahison de Kara Mustafa à Perchtoldsdorf ne lui apporta aucun avantage stratégique. Au contraire, elle rendit la prise de Vienne beaucoup plus difficile en galvanisant la résistance des défenseurs. Si les Ottomans avaient respecté leurs promesses à Perchtoldsdorf, il est possible que Vienne se soit rendue sans combattre quand la situation devint désespérée, épargnant des milliers de vies des deux côtés et potentiellement changeant le cours de l'histoire. Deuxièmement, le massacre illustre les dangers de laisser l'ambition personnelle et l'idéologie extrémiste guider les décisions militaires. Kara Mustafa n'était pas simplement un commandant essayant de gagner une guerre. Il était un homme obsédé par sa propre gloire, déterminé à surpasser même Soliman le Magnifique, et animé par une haine fanatique des chrétiens qui dépassait la norme ottomane. Cette combinaison toxique le conduisit à prendre des décisions qui étaient à la fois moralement répréhensibles et stratégiquement stupides. Le massacre de Perchtoldsdorf entre dans cette catégorie. De même, son refus obstiné d'abandonner le siège de Vienne même quand il était clair que l'armée de secours approchait, et sa décision de diviser ses forces
plutôt que de se retirer ou de concentrer toute sa puissance contre la coalition alliée. Troisièmement, l'histoire de Perchtoldsdorf nous rappelle la fragilité de la civilisation et la rapidité avec laquelle des communautés paisibles peuvent être détruites par la violence. En quelques heures, un village prospère fut transformé en un charnier. En quelques semaines, des dizaines de milliers de personnes furent tuées ou réduites en esclavage dans toute la région. Cette fragilité n'appartient pas uniquement au passé. Même aujourd'hui, dans notre monde moderne, des communautés entières peuvent être détruites par la guerre et la violence ethnique. Les massacres dans les Balkans dans les années 1990, le génocide au Rwanda en 1994, les atrocités en cours en Syrie et ailleurs nous rappellent que l'humanité n'a pas dépassé ce genre d'horreur. Quatrièmement, la longévité de la mémoire du massacre de Perchtoldsdorf nous enseigne que les traumatismes historiques peuvent façonner les sociétés pendant des siècles. Les attitudes et les peurs peuvent être transmises de génération en génération, influençant la politique et les relations sociales longtemps après que les événements originaux sont passés de la mémoire vivante. Cette transmission intergénérationnelle du traumatisme présente à la fois des dangers et des opportunités. Le danger est que les mémoires historiques peuvent être exploitées pour attiser la haine et justifier la violence contre des groupes entiers de personnes qui n'ont aucune responsabilité pour les actes de leurs ancêtres lointains. L'opportunité est que comprendre ces mémoires peut nous aider à aborder les tensions contemporaines avec plus de sagesse et d'empathie. Aujourd'hui, Perchtoldsdorf est un village paisible et prospère, une banlieue verdoyante de Vienne où les gens vivent des vies ordinaires. Des familles font leurs courses, des enfants jouent dans les parcs, des touristes goûtent les vins locaux dans les Heurigen traditionnels. La place centrale où le massacre eut lieu est maintenant un endroit agréable avec des cafés et des boutiques. Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez encore voir les traces de 1683. La tour fortifiée se dresse toujours, un témoin silencieux de l'histoire. La pierre commémorative rappelle les événements de ce jour de juillet. La fenêtre de l'église conserve son image du massacre. Ces rappels physiques maintiennent vivante la mémoire des victimes. Et peut-être est-ce ainsi que cela devrait être. Pas pour entretenir la haine ou la vengeance, mais pour se souvenir. Se souvenir que la civilisation est fragile. Se souvenir que la parole donnée a de l'importance. Se souvenir que les décisions prises par les dirigeants peuvent avoir des conséquences qui résonnent à travers les siècles. Le massacre de Perchtoldsdorf ne fut qu'un petit épisode dans le grand tableau de la campagne ottomane de 1683. Comparé aux dizaines de milliers qui moururent pendant le siège de Vienne et la bataille qui suivit, les quelques milliers de victimes de Perchtoldsdorf pourraient sembler relativement insignifiants. Mais l'impact de cet événement fut disproportionné par rapport à son échelle. Sans Perchtoldsdorf, Vienne aurait peut-être capitulé. Sans la résistance désespérée de Vienne, l'armée de secours chrétienne n'aurait peut-être pas eu le temps d'arriver. Sans la défaite de Kara Mustafa, l'Empire ottoman aurait peut-être continué son expansion en Europe centrale. L'histoire européenne aurait pu prendre un cours complètement différent. C'est ainsi que l'histoire fonctionne souvent. Les grands tournants peuvent dépendre de petits événements. Les décisions prises par ambition ou rage peuvent avoir des conséquences imprévues. La cruauté peut se retourner contre ceux qui la pratiquent. Et la mémoire des injustices peut persister pendant des siècles, façonnant le présent d'une manière que nous comprenons à peine. Le 16 juillet 1683, sur une place dans un petit village autrichien, plusieurs milliers d'hommes furent tués malgré la promesse qui leur avait été faite de sécurité. Leurs femmes et leurs enfants furent emmenés en esclavage. Leur village fut détruit, mais leur sacrifice ne fut pas vain. Leur mort galvanisa la résistance qui sauva Vienne et arrêta l'expansion ottomane, qui changea le cours de l'histoire européenne. Plus de 3 siècles plus tard, nous nous souvenons encore. Nous nous souvenons des victimes de Perchtoldsdorf. Nous nous souvenons de la trahison de Kara Mustafa. Nous nous souvenons que l'histoire est faite non seulement par les rois et les généraux, mais aussi par les gens ordinaires qui se trouvent pris dans des événements extraordinaires, dont les vies et les morts façonnent le monde que nous habitons aujourd'hui. C'est l'histoire du massacre de Perchtoldsdorf. Une histoire de trahison et de tragédie, de cruauté et de courage, de mort et de mémoire. Une histoire qui mérite d'être racontée encore et encore pour que nous n'oublions jamais.